Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique. Pour commencer, posons les bases avec quelques définitions. Le PIB est un indicateur qui mesure la quantité de richesses produites dans un pays au cours d'une année. En simplifiant à peine, on peut considérer que ces richesses ce sont tous les biens et les services qui sont produits par les entreprises, l'État et les associations qui sont situés dans le pays. La croissance économique est définie comme l'augmentation durable de la production de richesses dans un pays. Il y a donc de la croissance économique lorsque le PIB augmente d'année en année. Concrètement, pour mesurer la croissance, il suffit de calculer le taux de variation du PIB entre deux périodes. Imagine que le PIB français était de 2 750 milliards d'euros en 2023 et qu'il était de 2 820 milliards d'euros en 2024. Dans ce cas, la croissance économique française en 2024 a été de 2820 moins 2750, le tout divisé par 2750, ce qui fait 2,5%. Pourquoi la croissance économique est-elle si importante ? Tout simplement parce qu'elle participe au fait qu'on ait un meilleur niveau de vie que nos parents, que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents, etc. C'est pas rien. Toi par exemple, t'as connu Internet, l'avion, le téléphone, la nourriture en abondance, etc. Tandis que ton arrière-grand-père, lui, il avait peut-être encore des toilettes sèches dans un cabanon au fond de son jardin. Si cette période est révolue, c'est parce qu'il y a eu de la croissance économique. Avant de rentrer dans le cœur du chapitre, j'attire ton attention sur le fait qu'il n'y a pas toujours eu de la croissance économique. La production mondiale a commencé à véritablement augmenter qu'il y a environ 500 ans. Avant le XVIe siècle, elle était globalement stable au fil du temps. Le niveau de vie de la population augmentait donc pas ou peu d'une décennie à l'autre, d'un siècle à l'autre. Maintenant qu'on a dit tout ça, demandons-nous d'où vient cette fameuse croissance économique. Est-ce un cadeau du ciel? Est-ce que les humains peuvent agir dessus? C'est ce qu'on va voir. La première source de la croissance économique, c'est ce qu'on appelle l'accumulation des facteurs de production, c'est-à-dire l'accumulation de facteurs travail et de facteurs capital dans les entreprises du pays. Je m'explique. Pour produire des biens et services, chaque entreprise a besoin de travailleurs, bon ça je te fais pas l'affront de t'expliquer ce que c'est, et elle a besoin de capital, c'est-à-dire des machines et d'autres biens de production durable. C'est assez logique. Pour produire une chaise, il faut un travailleur qui y passe un certain nombre d'heures, mais il faut aussi un marteau, un tournevis, etc. Si l'entreprise veut produire davantage de chaises, il lui faut tout simplement davantage de travailleurs et davantage d'outils. En langage économique, on dit qu'il faut davantage de facteurs travail et davantage de facteurs capital. Et dans un pays, il y a un très grand nombre d'entreprises. Donc pour que la production de biens et services totale dans le pays augmente, pour qu'il y ait de la croissance économique, il suffit donc que le facteur travail et le facteur capital augmentent au global dans les entreprises du pays. Mais l'accumulation de facteurs de production n'explique pas la totalité de la croissance économique. Il y a une deuxième source à la croissance, l'augmentation de la productivité globale des facteurs. Chaque année, l'augmentation du facteur travail et l'augmentation du facteur capital expliquent une partie seulement de la croissance économique. Par exemple, en France en 2019, la croissance économique était de 1,5%. L'augmentation du facteur travail était responsable de 0,7 points de pourcentage de la croissance économique, tandis que l'augmentation du facteur capital dans les entreprises françaises a également contribué à hauteur de 0,7 points de pourcentage à la croissance. L'augmentation du facteur travail et du facteur capital dans les entreprises n'expliquait donc pas la totalité de la croissance. Il y a un reste, un résidu. Ce reste, c'est ce qu'on appelle l'augmentation de la productivité globale des facteurs, la PGF. En 2019, l'augmentation de la PGF était responsable de 0,1 point de pourcentage de la croissance, mais c'est parfois bien plus. Et pour le bac, tu dois savoir d'où vient cette augmentation de la PGF. La PGF provient tout simplement des innovations, c'est-à-dire de découvertes scientifiques qui ont permis soit d'améliorer le processus de production, on parle alors d'innovation de procédés, soit de découvertes scientifiques qui ont permis de créer de nouveaux produits vendus aux ménages. On parle alors d'innovation de produits. Par exemple, la création de nouveaux engrais qui augmentent le rendement des terrains des agriculteurs est une innovation de procédé, tandis que la création de la PlayStation 4 en 1994, qui est directement vendue aux ménages, est une innovation de produit. L'ensemble des innovations de procédés et de produits qui sont réalisées dans un pays correspond à ce que les économistes appellent le progrès technique. Et c'est ce progrès technique qui augmente la PGF dont on a parlé tout à l'heure.
Tu noteras que les économistes ont remarqué que la PGF est bien souvent la source principale de la croissance économique, que la PGF explique en moyenne une grande part de la croissance économique, alors que l'augmentation des facteurs de production en explique qu'une petite part. Ils se sont donc mis à chercher l'origine de ce progrès technique si central pour l'économie. Jusqu'en 1980, les économistes ne savaient pas expliquer l'origine du progrès technique. Les économistes savaient que le progrès technique existait, mais ils faisaient comme s'il était dû au hasard, qu'il tombait du ciel. On disait alors que le progrès technique était exogène. Depuis les années 1980, ça a changé. Les économistes savent désormais que la grande majorité du progrès technique est endogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il résulte des décisions des agents économiques. Donc des décisions des entreprises, de l'État et des ménages. En effet, c'est lorsque l'État ou les entreprises décident d'investir dans des domaines bien spécifiques que cela crée du progrès technique. Prenons l'exemple de la création de la PlayStation. La PlayStation a été inventée en 1994 par Ken Kutaragi, un ingénieur-chercheur de l'entreprise Sony. Il a passé plus de 3 années à chercher de manière infructueuse comment créer une PlayStation avant d'y parvenir. À l'origine de cette innovation de produit, il y avait donc bien la décision d'une entreprise d'investir dans la recherche en payant une équipe de chercheurs. La Play n'est donc pas une innovation tombée du ciel. C'est donc un bon exemple d'innovation endogène. Pour générer du progrès technique, l'investissement le plus important est celui en recherche et développement, en R&D. Il correspond au cas où l'État ou une entreprise paie des chercheurs pour qu'ils réalisent des activités de recherche diverses et variées. Au niveau du pays, plus le montant des investissements en R&D est important, plus les innovations sont nombreuses. Un autre investissement pour générer du progrès technique est celui réalisé par l'État dans le système éducatif, c'est-à-dire dans les écoles, les lycées, les universités, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que les élèves d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain. Et plus les travailleurs ont fait d'études, plus ils sont qualifiés et donc plus ils sont capables d'innover. Enfin, un dernier type d'investissement qui génère du progrès technique est celui réalisé par l'État dans la sécurité et les infrastructures publiques. Autrement dit, lorsque l'État paie la police et surtout construit des routes, des chemins de fer et des moyens de communication. Les investissements dans la sécurité et les infrastructures permettent en effet aux entreprises d'échanger plus vite des informations et des produits, ce qui accélère le processus d'innovation. Une fois que les économistes ont compris que le progrès technique venait des décisions d'investissement des entreprises et de l'État, ils ont poursuivi leur enquête. La croissance vient en grande partie du progrès technique. Et le progrès technique provient en grande partie de l'investissement dans certains domaines. Ok. Mais on peut aller plus loin et se demander pourquoi une entreprise décide-t-elle d'investir ? La réponse est la suivante. Les entreprises investissent lorsque les institutions les y encouragent. Autrement dit, les entreprises investissent lorsque le contexte est favorable. Pour rappel, les institutions, ce sont l'ensemble des règles de fonctionnement de la société, écrites ou non écrites, qui orientent les décisions des ménages et des entreprises. Bref, les institutions, ce sont les règles du jeu pour les entreprises. Voici quelques exemples d'institutions qui affectent la volonté des entreprises d'investir ou de ne pas investir. Les lois, l'efficacité du système judiciaire, le niveau de la corruption dans le pays, l'efficacité du système bancaire dans le pays, etc. En effet, imagine que tu veux investir en achetant du matériel pour ouvrir un restaurant. En toute logique, si tu es dans un pays où il est très dur d'obtenir un crédit auprès d'une banque, ou encore que la corruption est très forte, tu seras un peu moins motivé à l'idée d'investir dans ton restaurant. Et c'est vrai pour toutes les entreprises. Dans les pays où les institutions ne sont pas adaptées, les investissements des entreprises en capital ou en R&D sont faibles. Et la croissance économique est donc très lente. L'institution la plus importante, la seule que tu dois absolument connaître pour le bac, est le droit de propriété. Ça semble compliqué, mais le droit de propriété est en fait un droit très simple. Le droit de propriété, c'est simplement une loi qui interdit aux personnes qui ne sont pas propriétaires d'un bien d'utiliser ce bien sans l'accord du propriétaire. Le droit de propriété est très important pour les entreprises, puisqu'elles n'investiraient pas si elles savaient qu'elles pouvaient se faire voler le fruit de cet investissement. Prenons 2 exemples montrant que les droits de propriété favorisent l'investissement dans du capital et dans la R&D. En l'absence de droits de propriété sur les biens matériels, c'est-à-dire les biens qu'on peut toucher. Un agriculteur n'investirait pas dans un tracteur car il saurait qu'il peut se faire voler son tracteur ou le blé de son champ. L'investissement ne serait donc pas rentable pour l'agriculteur, donc il y renoncerait.
Grâce au droit de propriété, il peut toujours se faire voler son tracteur ou son blé, on est d'accord. Mais il peut ensuite aller en justice pour obtenir réparation au titre de son droit de propriété qui a été bafoué par le voleur. En l'absence de droit de propriété sur les innovations cette fois, ce qu'on appelle les brevets, les entreprises n'investiraient pas en R&D et donc innoveraient beaucoup moins. Pour comprendre comment les brevets incitent les entreprises à innover, imaginons un exemple. Prenons le cas d'une entreprise pharmaceutique qui souhaite créer un nouveau médicament pour soigner une maladie rare. Le coût d'investissement est très élevé et la réussite assez incertaine. Sans brevet, l'entreprise sait qu'une fois qu'elle aura créé le médicament sera immédiatement copié par les entreprises concurrentes. Et en plus, ces entreprises concurrentes pourront le vendre pas cher parce qu'elles n'ont pas eu à payer les coûts d'investissement en R&D. Dans ce cas, tu te doutes bien que les entreprises pharmaceutiques arrêteraient bien vite d'investir en R&D, car ça ne leur ferait que perdre de l'argent. Et l'innovation en médecine ralentirait fortement. Et donc les brevets servent à éviter cette situation. Si une entreprise dépose un brevet sur une innovation, alors il devient illégal pour les entreprises concurrentes de la copier pendant une durée de plusieurs années. L'entreprise innovante bénéficie alors d'un monopole sur le bien qu'elle a créé, ce qui lui permettra de vendre le produit à un prix élevé et donc de gagner de l'argent. Du moins pendant la période où l'innovation est protégée par le brevet. C'est ainsi que les brevets constituent des incitations à investir en R&D pour les entreprises. Bref, comme on l'a vu, les institutions et particulièrement les droits de propriété favorisent l'investissement des entreprises sous toutes ses formes. Avant de passer à la suite, tu dois savoir une dernière chose sur le progrès technique. Selon Joseph Schumpeter, le progrès technique entraîne un processus de destruction créatrice. En effet, le progrès technique crée. Les nouvelles innovations font apparaître de nouveaux biens, et donc de nouvelles entreprises qui produisent ces biens qui n'existaient pas avant. Mais dans le même temps, le progrès technique détruit. Les nouveaux biens créés rendent obsolètes d'autres biens. Ils rendent leur usage inutile pour les consommateurs. Les nouveaux biens remplacent alors les biens obsolètes qui disparaissent, emportant avec eux les entreprises qui produisaient ces biens. Prenons l'exemple des appareils photo, ça va devenir très clair. Depuis la fin des années 2000, le progrès technique a permis de doter les téléphones portables d'appareils photo d'excellente qualité. Les appareils photo compacts sont alors devenus progressivement inutiles. C'est logique. Pourquoi acheter un appareil photo compact si on a déjà un appareil photo de bonne qualité dans notre téléphone ? Les appareils photo compacts ont donc peu à peu disparu, entraînant la faillite de certaines entreprises qui les produisaient. La miniaturisation des appareils photo est une innovation qui a donc permis la création de smartphones, mais qui a détruit, qui a fait disparaître les appareils photo compacts. Un exemple parfait de ce qu'est la destruction créatrice. Allez, bravo pour avoir tenu jusqu'au bout, on se retrouve pour la fin du chapitre dans une deuxième vidéo. À bientôt!